Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. En cette rentrée des classes, la friperie marche bien. Plusieurs parents d'élèves y achètent le nécessaire pour leurs enfants. Dans la commune de Yopougon, ce sont les chaussures d'occasion qui font le bonheur des élèves et leurs parents. Et puisque nous parlons de rentrée des classes, ce soir, nous nous intéressons également à Elima, où a été construite la première école de Côte d'Ivoire en 1887. Nous reviendrons sur le passé et le présent de ce village historique. C'est un plaisir de vous retrouver. Et pour commencer, les élèves de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'école depuis lundi. Une chose a particulièrement retenu notre attention. Les élèves et leurs parents sont à l'affût de la friperie. Ils y trouvent un peu de tout, notamment des chaussures pour les écoliers. À Yopougon, le marché de la Sikoji est le lieu d'achat par excellence de ces chaussures d'occasion. Nous Sangari. C'est le week-end à Yopougon. Dans ce marché de la Sikoji, situé en plein cœur de la commune, les commerçants se bousculent pour offrir des articles de tout genre aux potentiels clients. Parmi eux, les vendeurs de chaussures d'occasion. Le marché est le lieu d'achat de chaussures d'occasion pour les habitants de Yopougon, notamment les parents d'élèves en cette rentrée des classes. C'est le cas de Ruth. Ce matin, elle a quitté le quartier Académie pour l'achat de chaussures d'occasion pour enfants. C'est la rentrée, donc je suis venue acheter les chaussures et la tenue de mon enfant, parce qu'il doit faire la maternelle cette année-là. J'aime bien ici parce que ici c'est la friperie. Voilà, c'est original en tout cas. En plus d'être considérées comme des chaussures de bonne qualité, leur prix défie souvent toute concurrence en raison de leur accessibilité à toutes les bourses. Ce qui est en boutique 10 000 francs, ici tu peux avoir 2 000 francs. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, tout le monde vient à la Sikoji, voir les jeunes Ghanéens qui vendent les chaussures là, friperie là. Bon, plus encore c'est original. Et au moins 4 paires, 4 enfants pour chacun. Voilà, une paire. Les mêmes chaussures qu'on a ici à 2000 là, quand tu vas ailleurs, non seulement c'est pas la bonne qualité, mais tu peux avoir plus cher que ça. C'est parce que c'est la qualité, ils vendent de belles chaussures. Et ces chaussures sont durables. Et puis bon, pour l'école, les enfants, donc c'est pourquoi je suis ici. J'ai eu 2 paires, comme j'ai jusqu'à 4 enfants. Donc je suis en train de chercher encore. Ces chaussures d'occasion bien appréciées proviennent de divers horizons selon les commerçants. Ça quitte l'Espagne, ça quitte à Londres. Il y a les gens qui viennent les continents, on peut ça les mains. De nationalité ghanéenne, Félix est l'un des commerçants de chaussures d'occasion installés dans ce marché. Cette activité lui réussit bien en cette rentrée scolaire. On veut pas un peu à 50 000, à 45 000, à 40 000, ça dépend. Comme là, c'est à la rentrée, bon, ça sort un peu des bénéfices, au moins 20 000, 10 000 pour une balle. On peut prendre au moins 10, 20 balles, ça finit une semaine. Le 12 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école. Les parents d'élèves ne manquent pas d'occasion pour satisfaire leurs enfants en vue d'un bon rendement scolaire. Le reportage de nous Sangari est commenté par Maïssa Kogay. Nous sommes samedi et comme tous les samedis, offrons-nous ce soir un petit tour de tourisme. À l'heure de la rentrée des classes, nous nous sommes posé la question de savoir que devient la première école de Côte d'Ivoire. Cette école, vous le savez, a été construite à Elima en août 1887. Le village situé au sud de la ville d'Adiaké et non loin d'Assini regorge également de potentialités touristiques dues à son histoire. Voyage au cœur de cette richesse patrimoniale avec Joël Gosset et Gilles Tonien. Sur cette photo, la première école de Côte d'Ivoire. Elle a été construite en 1882 à Elima, un village du sud-est du pays. Mais que devient ce temple du savoir qui faisait parler de lui dans les années 80 et 90? Pour le savoir, direction la cité des Pirogues à Adiaké, une localité du sud Comoé, à 96 km d'Abidjan. Pour s'y rendre, ce bateau à moteur, accompagné de Lucien Cablancan, responsable du service culturel de la radio d'Adiaké, qui nous sert de guide. Tout le monde à bord. Le bateau s'élance sur la lagune Abi.
Une traversée riche en rencontres. Par exemple, ce bateau venu du Ghana voisin. Après un trajet de 12 km, le quai d'Elima, porte d'entrée de la civilisation moderne en Côte d'Ivoire. Avant toute visite, un tour chez les gardiens de ce site touristique de notre histoire s'impose. Une fois les civilités accomplies, la visite peut commencer. Elima, ce petit village forestier d'à peine 800 âmes, sous-préfecture d'Étioboué, ploie sous une végétation luxuriante. À quelques mètres du quai, des piliers et les restes d'un mur indiquant qu'une bâtisse a existé à cet endroit. Il s'agit de la première école de Côte d'Ivoire. Amondoufou II avait plutôt des tendances anglophones et avait commencé à faire clin d'œil aux colons anglais qui étaient déjà installés au Ghana. Et Atuverdier a eu vent de ce que Amondoufou II était en train de faire appel aux colons anglais. Donc, il informe la France et la France lui donne l'autorisation d'implanter un drapeau sur ce site, mais en y construisant bien entendu une école. Et donc, il obtient l'autorisation et il construit cette école. Plusieurs enfants des villages environnants sont envoyés dans cette école primaire. L'établissement scolaire démarre avec un effectif de 20 élèves. Il avait besoin des interprètes aussi. C'est ce qui aussi l'a motivé de créer aussi l'école. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens pour pouvoir traduire, c'est-à-dire tout ce qu'il va dire, les transmettre aux manus. Officiellement ouverte en 1887, le premier instituteur Fridja Émile Gender, venu d'Algérie. Elle fonctionne pendant 3 ans avant d'être transférée à Assini en 1890. Ce transfert a été opéré par l'explorateur Marcel Trèche-Laplaine. Au nombre des figures emblématiques ivoiriennes qui ont été dans cette école, Joseph Anoma, l'un des compagnons de Félix Houphouët-Boigny dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elima n'a pas abrité que la première école de la Côte d'Ivoire. À une centaine de mètres des ruines de l'établissement, la première résidence coloniale perchée sur une colline. En chemin, cette guérite attire notre attention. Tout le monde n'était pas permis de franchir cette zone. Parce que Atuverdier, il y avait la sécurité. Vous comprenez, à l'époque, il y avait un petit conflit entre les colons et les indigènes. Les indigènes avaient une peur bleue des colons. Et les colons également avaient une certaine peur des indigènes. Donc ils se protégeaient. D'où la construction de cette guérite dans laquelle il y avait les vigiles. Après une courte pause, la marche continue jusqu'au sommet de la colline, à la rencontre de cette bâtisse surnommée la Grande Maison Blanche, résidence d'Arthur Verdier. Cette résidence fut la première maison construite en dur, en Côte d'Ivoire, un château à cette époque. Elle est entièrement construite en pierre. C'est ici que les colons ont élaboré leur plan de pénétration de la Côte d'Ivoire. Visiblement, la broussaille s'est emparée des lieux. Le bâtiment fait de matériaux très résistants encore visibles à l'épreuve des pluies torrentielles et de l'usure du temps a perdu de sa superbe. La nature, ayant horreur du vide, a repris son droit. Trèche-Laplaine a séjourné dans ce bâtiment. La plupart de tous les colons ont séjourné ici. Si rien n'est fait, ce bâtiment sera complètement détruit. Donc il faut sauver le bâtiment. Ça, c'est la première résidence officielle de Côte d'Ivoire. Certains habitants réutilisent quelques restes de la résidence de Verdier à des fins personnelles. Cette tuile que vous voyez
sont venus de la France. Il y a même des écritures dessus. Et il y avait le nom de Pierre-Amédée Brettinger, parce que c'est lui qui était on va dire, l'homme de main d'Arthur Verdier. Et donc, les commandes venaient à son nom. Donc, tout ça, ça date de 1800. C'est encore là, solide, bien solide. Au bas de la colline, cette maison construite à l'époque pour les ouvriers du colon Verdier. Ce logement appartenait au chef manœuvre. Donc, c'est-à-dire, ceux qui travaillent ici ne venaient pas de la région. Parce qu'ils venaient du nord, c'est-à-dire le Mali, le Burkina. Et c'est là-bas que le colon partait chercher ces gens pour venir travailler. En plus de la première école et de la première résidence, Elima a accueilli sur les rives de la lagune Abi les premières locomotives de la Côte d'Ivoire. Arthur Verdier avait fait installer un chemin de fer. Il a fait venir une locomotive. Et c'est cette locomotive qui servait à tracter ces bacs à charger le café et le cacao. Ces décombres de ferraille jonchent le site, témoin inanimé d'une période vaste. Elima a également abrité la première unité industrielle de transformation du café-cacao et a vu sortir de ses terres en 1870 le premier édifice moderne avec des matériaux importés sous l'appellation de Société des plantations d'Elima, SPE. Le café était d'abord séché et ensuite transporté ici pour être décortiqué, torréfié et ensuite transporté en France. À ce joyau architectural datant du XVIIIe siècle s'ajoute ce centre de santé. Il y avait tout un monde à Elima, c'est ici qu'ils venaient se soigner. Voilà ce qui reste de cette infirmerie. La cité d'Elima, après avoir servi de porte d'entrée du savoir et de la culture du café et du cacao en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui à la traîne. Alors qu'au Ghana voisin, la première école occidentale créée à Cape Coast, à la même époque, est aujourd'hui un grand centre d'éducation. Le souhait des populations d'Elima, mettre fin au balbutiement du développement dans cette partie du pays délaissée après l'époque coloniale. Pour l'heure, les gardiens de ces vestiges coloniaux gardent jalousement ce pan de notre histoire à travers ces clichés. Voilà, merci à nos équipes pour cette incursion dans l'histoire de la première école de Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'histoire de cette ville qui a été donc la porte d'entrée des colons dans notre pays. Elima, une richesse patrimoniale, un élément signé Joël Gosset et Gilles Tonia. Le quartier Blancro dans la commune d'Anyama est dans un état d'insalubrité avancée. Les voiries sont dégradées. Il est difficile pour les riverains de se déplacer aisément. Les populations disent avoir mené plusieurs actions pour avoir le bitume dans leur quartier, mais rien n'y fit. Le constat de Clarisse Kanyala et Boko Clément. Notre problème, c'est la voie. On a besoin de la route. Le problème des routes, là, en tout cas, c'est beaucoup fatigant. Tous les jours, moi, ma femme est couchée à l'hôpital. Puis moto-taxi l'a fait tomber tout dernièrement avant la semaine passée. Voici la voie dégradée dont il s'agit. La seule qui mène dans le sous-quartier Blancro, dans la commune d'Anyama. Une voie impraticable, devenue un cauchemar pour les riverains depuis bientôt 10 ans. Elle trouble leur sommeil et leur quiétude. Ce n'est pas qu'on est à Abidjan. On dit à le stade même à côté, mais on ne sait même pas, même si l'État même sait que nous, on existe dans ce pays-là. Ça nous fait très mal parce qu'il n'y a pas de route ici. Même pour aller accoucher, c'est tout un problème. Au quotidien, bon, souvent, ce sont les 3 pieds. Comme on le dit, souvent, ça nous renverse sur la route. Il y a des personnes même qui ont été blessées. Difficile pour les rares automobilistes
qui s'y aventurent de se frayer un chemin. C'est ma première fois d'arriver parce que la voie n'est pas bonne. Mais comme c'est les doyens, ils m'ont supplié au goudron que de les faire entrer un peu. La voie n'est pas du tout praticable. Depuis que j'ai pris la voie pour venir, ma voiture fait que frotter sous la terre. Donc la voie n'est pas du tout praticable. Il ne viendra plus jamais ici. Jamais. Une fois qu'il sort, il ne retourne plus ici. Même s'il gagne un client pour venir, il ne vient pas. Le centre de santé censé soulager les riverains en cas de maladie est lui-même couvert de poussière. Selon le médecin, la majorité des patients qu'il reçoit sont des blessés graves dus aux accidents de la circulation sur cette voie impraticable. À chaque fois dans l'infirmerie, je reçois des blessés toujours. Généralement, les gars se blessent très grave. Donc, toujours, j'ai oublié de faire des sutures. Les malades doivent se reposer normalement pour avoir la santé et même se plaindre de la poussière. Donc on est toujours obligé, 1, 2, 3, nettoyer. Exténués par cette situation, femmes, hommes et enfants essaient de poser des actions pour faciliter le passage des véhicules. Ce que vous voyez derrière, c'est les gravats. On a payé ça avec ceux qui font les routes. C'est nous qui cotisons pour payer. Il n'y a personne pour nous aider. Ça fait pitié. Et puis chaque peut-être 1 semaine, 2 semaines, quand les tricycles viennent, tant qu'ils ne font pas attention, ça se renverse. Les riverains du sous-quartier Blanc-Cros, situé à 500 mètres du stade d'Ebimpe, écœurés, appellent à l'aide. Nous voudrons que le développement arrive ici. Mais puisque la route précède le développement, on voudrait que ce soit une bonne route pour que les hôpitaux soient bienvenus parmi nous. Nous sommes tout juste à 500 mètres du stade olympique. Nous voudrons avoir vraiment un quartier olympique. Blanc-Cros compte plus de 10 000 âmes. Et chaque jour, c'est la peur au ventre que les populations de ce sous-quartier d'Anyama empruntent la seule voie qui mène dans leur quartier. Une voie cauchemardesque. Une page noire dans cette édition. Justin Stanislas a été inhumé le samedi 10 septembre 2022. Le crooner de la musique, ce parolier de talent, repose désormais au cimetière de Williamsville. Sa famille et ses proches pleurent un homme exceptionnel aux multiples qualités. Maïssa Kogay. Le crooner de la musique, le poète, le parolier, l'exégète des grandes généalogies traditionnelles, Justin Stanislas, décédé le 1er juillet dernier à Paris, repose depuis ce samedi 10 septembre au cimetière de Williamsville à Adjamé, comme les plus grands reposent au panthéon de leur nation. À cet instant douloureux qui consacre le départ d'un grand homme, famille biologique, artistique, parents, amis, connaissances, tous étaient présents pour rendre un ultime hommage à l'illustre disparu. Je voudrais saluer la mémoire de Justin Stanislas avec beaucoup de respect. Et je voudrais dire à Justin Stanislas, merci pour tout ce qu'il a apporté sur le plan musical à la Côte d'Ivoire et sur le plan culturel. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, a traduit toute la compassion de l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Déjà décoré à titre anthume commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, l'artiste défunt a été élevé cette fois-ci à titre posthume au grade d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Quelques années avant son décès, le crooner Justin Stanislas était ancré dans la spiritualité. Cette toute dernière sortie était à forte coloration gospel. Comme pour faire un clin d'œil au Tout-Puissant qui le reçoit en ce moment, souhaitons-nous, dans son paradis, une messe d'action de grâce est dite en sa mémoire. Son épouse, Yvonne Rabé, les enfants et parents, confrères, artistes, tous venus prier pour le repos de l'âme du regretté. Je retiens de lui un papa très protecteur qui m'enseignait aussi de temps en temps la musique parce qu'il aimait beaucoup jouer à la guitare. Donc je me retrouvais souvent les week-ends chez lui et voilà, on chantait ensemble. Vraiment, c'était très très convivial. C'était l'une des voix, après Baïs Pinto, c'est l'une des voix qui compte énormément dans la musique ivoirienne. Des années Ernesto Yégué, Louga François, voilà. Mais bon, aujourd'hui il n'est pas. Donc on va essayer de continuer son œuvre. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire pour assister à tout ça, accompagner notre père, moi et mes frères et sœurs. Voilà, c'est pas facile. Je remercie toute la famille Rabé, je remercie la Côte d'Ivoire, je remercie les autorités. Déjà, sa carrière est longue et admirative. Merci à tous les organisateurs, avec une prime spéciale à l'épouse depuis 82-3 de Justin Stanislas, la marraine de Kniakou, comme on l'aime l'appeler, en réalité Yvonne Kofi,
qui a su booster d'abord la carrière de Justin et qui a aussi boosté ses obsèques. Les obsèques ont été prises en charge par l'État. Et l'État a été représenté chaque fois par la ministre, notre sœur, la représentante, ministre de la Culture et des Artistes. Donc tout ça, ça nous est parti bien droit au cœur. On se réjouit et on leur dit merci. Justin Stanislas a certes déposé physiquement le micro, mais à travers certains de ses tubes à succès, comme Nyan Yo, sorti en 1972, restera gravé dans les mémoires. Un artiste ne meurt jamais, il vit dans ses œuvres, dans sa philosophie, dans l'amour que nous lui avons porté de son vivant. Adieu l'artiste. Hors de chez nous, le Sénégal a un nouveau Premier ministre et il s'appelle Amadou Ba. Il a été nommé ce samedi 17 septembre par Macky Sall. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain.